Bienvenue sur mon podcast intitulé Un chemin vers l'âme. Dans ce podcast, je partage mes expériences de vie entre deux mondes, l'Europe et la Russie en temps de guerre, mes réflexions sur le thème de la spiritualité et de l'exploration de soi. Premier épisode, des vertus de l'immobilité. Le 24 février 2022, le monde que je connaissais s'est écroulé comme un château de cartes. Le Covid nous avait habitués à la fermeture des frontières et à l'incertitude. Mais désormais, la frontière russe se muait en un nouveau rideau de fer. Cela ne faisait que 3 semaines que j'avais scellé mon destin en épousant un citoyen russe, et déjà notre avenir dans ce pays semblait menacé. Avec la fermeture de l'espace aérien européen et les restrictions de visa imposées par les pays voisins, voyager hors de la Russie est devenu un parcours du combattant que seuls quelques privilégiés pouvaient se permettre. Et pourtant 2022 a aussi été l'année du grand exode hors de Russie, de tous ceux qui avaient un jour cru à la possibilité d'un changement politique. Tout comme la crise du coronavirus nous avait forcés à une plus grande intériorité, cette période si particulière a été source de riches enseignements spirituels. Et le premier dont j'aimerais vous parler dans ce podcast est l'apprentissage des vertus de l'immobilité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Daria Ustinova, une Française qui a suivi son cœur et s'est installée en Russie. Je raconte ce parcours hors du commun dans ma vidéo intitulée « Je te retrouverai en Russie », dont vous trouverez le lien en barre d'infos. Dans ma première vie, j'ai hérité le gène du nomadisme d'une lignée de femmes voyageuses au long cours. Ma mère, originaire de Suisse allemande mais installée en France, avait 2 grands-mères italiennes et un grand-père allemand. Ma grand-mère, photographe, a passé sa vie à arpenter les 5 continents en quête de clichés exotiques. Enfant, j'étais fascinée par sa maison, qui avait des airs de musée d'ethnographie, avec ses collections de statuettes africaines et autres souvenirs rapportés de ses voyages. À 26 ans, ma mère est partie pour un voyage d'1 an et demi, sac au dos, à travers les États-Unis et l'Amérique latine. Elle en a rapporté une collection unique de clichés. Parlant 5 langues, elle est devenue interprète puis psychothérapeute, un métier qui l'a amenée à partir en mission pour la Croix-Rouge aux 4 coins du monde. Et mes premiers souvenirs d'enfance furent ceux de mes premiers voyages hors de France, en Angleterre et en Belgique. Plus tard, c'est l'Irlande qui captiva mon cœur, et c'est donc tout naturellement qu'après mon bac, je partis vers la festive cité de Galway, aux portes du Connemara, pour une année de césure. Désormais, je ne craignais plus les horizons lointains, et ma prochaine destination fut cette terre russe que j'avais si longtemps rêvée. Ma mère craignait de me laisser partir vers un pays où les hommes, pensait-elle, abusent de l'alcool et violentent leurs femmes. Elle ignorait encore que j'épouserais un jour un Russe, doux comme un agneau, qu'un verre de vin effraie. Autrement plus inquiétant que les faubourgs de Saint-Pétersbourg s'avérèrent les rues de New Haven aux États-Unis, où je séjournais 4 mois en échange dans une des meilleures universités au monde. Dans ces quartiers où régnait la violence par arme à feu, je craignais plus d'une fois pour ma vie. Dès que mon budget d'étudiante me le permit, je me mis à parcourir l'Europe en long et en large avec Interrail, ne laissant derrière moi que peu de pays inexplorés. Mon don pour les langues étrangères, hérité lui aussi de ma lignée maternelle, me permettait de converser presque sans accent en anglais et en russe, tandis que je peaufinais mon allemand et mon ukrainien. Tour à tour, je me mettais au serbo-croate, à l'italien, au polonais ou au farsi, au gré de mes passions pour une culture ou une autre. Puis au fil du temps, j'ai mis les voiles vers des destinations plus lointaines, Vietnam, Iran, Kyrgyzstan et Chine, sans oublier mon rêve de toujours, un voyage sur le transsibérien, à destination des eaux cristallines du lac Baïkal. Ces sensations grisantes de l'inconnu qui se dévoile dans toute sa complexité, du contact avec ces cultures d'une richesse unique, étaient pour moi plus qu'un passe-temps. C'était un besoin inscrit dans mon code génétique. Ce n'est pas pour rien que ma mère prétendait que nous avions de lointaines racines tziganes. Chaque fois que je restais un peu trop longtemps ancrée dans mes eaux natales, l'appel du large se faisait sentir. J'aimais à me fondre dans ces pays, à adopter leurs mœurs, que ce soit le port du hijab en Iran ou la pinte de Guinness au pub en Irlande.
À ma naissance, mes parents m'avaient donné un prénom qui signifie l'étrangère, doublé d'un nom de famille qui était de nulle part et de partout à la fois. J'aimais à jouer de cette identité double, de mon accent si difficile à identifier, qu'un jour, en Crimée, une vendeuse à qui je dévoilais mes origines s'est exclamée. « Et moi qui croyais que c'était une maladie que vous aviez !» Le plus souvent, on me croyait allemande, polonaise ou balte. Ma mère racontait que mon grand-père avait ce talent rare de se fondre dans un lieu nouveau, en adoptant en un quart d'heure l'accent local. Et pourtant, cette soif de terre nouvelle était aussi une manière d'échapper à cette évidence qui me minait. Nulle part je n'étais vraiment chez moi. Trop cosmopolite pour cette France qui m'avait vu grandir, mais pas assez suisse pour m'intégrer dans le pays de ma mère, où j'avais passé l'essentiel de ma vie adulte sans jamais y laisser pousser mes racines. Une seule terre détenait le monopole de mon cœur, et j'y revenais sans cesse, en quête de ce sentiment d'appartenance profonde qui ailleurs me manquait, et c'était la Russie. Dès que j'ai rencontré l'homme qui allait faire chavirer mon cœur, j'ai su que notre union signifierait me fondre à jamais dans cette terre, s'étendant jusqu'aux confins du monde, et ne plus jamais errer sans attache sur des eaux inhospitalières. Car désormais plus aucun voyage ne serait nécessaire, hormis celui entre deux mondes, l'ancien et le nouveau. Et puis, avant même que le Covid et la guerre ne referment les frontières que j'avais toujours connues ouvertes, je savais que cette nouvelle vie serait celle de l'immobilité. D'abord parce que je faisais le choix d'une vie modeste, un serment de pauvreté, loin des confortables salaires suisses. Ensuite car l'homme que j'aimais, à la différence de mon premier mari, n'était ni sportif, ni aventureux, ni voyageur, et vivre à ses côtés c'était renoncer à cette agitation perpétuelle qui m'avait caractérisée. Mais parce que sa seule présence me comblait, et chaque au revoir était une déchirure, l'envie de le laisser seul pour partir en quête de sensations nouvelles ne m'effleurait pas. Avec l'achat d'une maison, l'attrait du foyer se fit plus fort. À présent, ce havre de paix dans lequel nous passions l'essentiel de nos journées était aussi bien notre lieu de travail que celui de nos loisirs, et nous ne nous arrachions de ce moelleux cocon qu'à grand-peine. Par nos fenêtres donnant sur une friche boisée, le temps semblait s'écouler avec paresse dans les paisibles méandres des jours heureux. Et pourtant, à l'époque, je pouvais encore pour 400 € acheter un billet d'avion aller-retour et en 3h30 faire le trajet qui séparait Moscou de Genève. Un luxe qui aujourd'hui me semble si lointain. La guerre a dressé un mur infranchissable entre les deux blocs ennemis, séparant en même temps des peuples qui avaient presque appris à vivre ensemble. Au début du conflit, on pouvait encore trouver des billets d'avion par la Turquie, qui au prix d'un vol interminable avec escale, contournant les terres en flammes de l'Ukraine, me menait en un jour de Suisse en Russie. À l'été 2022, ce parcours est devenu un luxe inaccessible, lorsque les prix se sont envolés vers des sommets frisant l'absurde. S'ouvrit alors la voie du Nord, plus longue et fastidieuse, mais moins coûteuse. Que ce soit par l'Estonie ou la Finlande, ce parcours nécessite de rejoindre Saint-Pétersbourg en train ou en avion, puis de passer 6 à 7 heures dans un bus et essuyer les longs contrôles douaniers des deux côtés de la frontière, avant d'embarquer pour un vol avec escale vers Genève, soit en moyenne 2 jours de voyage dans chaque sens. Enfin, il restait la voie de l'Orient, par l'Arménie, un peu moins coûteuse, quoique plus longue que par la Turquie. Ainsi, la guerre m'ouvrit-elle de nouveaux horizons. Alors que nous étions contraints de renoncer à bien des déplacements, notre absence de mouvement en inquiétait d'autres. Le conseil que nous avons reçu le plus souvent ces derniers mois a été de quitter le pays, aussi vite que possible. Après tout, notre mariage donnait à mon mari le droit de s'établir en Europe, un Eldorado que d'autres étaient condamnés à contempler de loin, depuis la Turquie, Israël, l'Arménie ou la Géorgie, pays d'asile du nouvel exode russe. Pourquoi s'entêter alors que l'avenir semblait bouché, alors que le régime se durcissait chaque jour un peu plus, et que la menace de la mobilisation pesait, telle une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes? Pourquoi mettre en danger nos vies, accepter le silence et la censure, la crise économique qui guettait? Pourquoi être complice malgré nous des crimes d'autrui? À toutes ces questions qui tournaient parfois aux accusations, il était aisé de répondre que des facteurs objectifs nous retenaient. Un enfant que nous ne souhaitions pas séparer de son père, une maison, un travail, et puis le fait que mon mari, sans connaissance des langues étrangères, serait condamné en exil au lopeux envieux
de ceux qui ont à jamais renoncé à travailler dans leur domaine de spécialisation. Ce que je souhaite dire aujourd'hui, c'est qu'au-delà de ces raisons objectives de rester, chaque jour de notre vie en Russie, je ressens du plus profond de mon âme à quel point notre place est ici, et combien cet apprentissage de l'immobilité fait partie intégrale de mon expérience spirituelle. À mesure que ralentissait le rythme de mes déplacements, j'ai découvert en moi un nouvel espace de sérénité qui m'était inconnu. Chaque geste du quotidien, chaque jour qui se lève et chaque instant passé aux côtés de l'homme que j'aime est devenu comme une intense communion avec l'univers. Je n'ai plus besoin de cette agitation, de cette stimulation permanente du voyage, car j'ai trouvé à l'intérieur de moi les ressources de paix nécessaires pour faire de chaque jour une nouvelle découverte. Mon propos n'est pas de vous dire que l'immobilité vaut mieux que le voyage. L'essentiel est de s'interroger sur les raisons pour lesquelles nous agissons d'une manière ou une autre. Pour l'un, s'arracher au quotidien dans lequel on ne s'englue que trop facilement et partir à la découverte de nouveaux horizons peut être une source de richesse inestimable, un moyen de surmonter les barrières qui séparent les peuples et nos propres peurs, qui nous empêchent d'aller au-devant de la vie. Mais pour un autre, les week-ends à travers l'Europe et les séjours exotiques à répétition n'offrent qu'une satisfaction éphémère. Ils ne servent qu'à nourrir une page Instagram de clichés flatteurs et ne laissent dans leur cœur ni paix ni sagesse. À l'inverse, l'immobilité qui peut ouvrir à certains de nouvelles portes dans la découverte de leur être profond peut chez d'autres être subie et n'être que le fruit de peurs que l'on n'a pas pu surmonter. S'interroger sur ce qui nous pousse à partir ou à rester, c'est toucher du doigt les profondeurs de notre âme. Ce voyage-là est sans doute le plus difficile qu'il nous est donné de faire dans notre vie, et nous sommes nombreux à le reporter à plus tard, dans l'espoir que ces profondeurs que nous n'avons osé sonder disparaissent à jamais de notre vue. C'est parce que je crois que cette exploration est la plus belle aventure qu'il nous est donné de vivre que j'ai créé cette chaîne YouTube, et j'espère au gré de mes vidéos et podcasts partager avec vous mon expérience d'exploration de l'âme. Dans la deuxième vidéo de cette série, j'expliquerai pourquoi et comment la spiritualité m'a amené à faire passer la politique au second plan. Vous écoutiez le podcast Un chemin vers l'âme de Daria Ustinova. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter ou à vous abonner à ma chaîne pour suivre les nouveaux épisodes.